Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez donné un sens nouveau et personnel à l'expression un café et l'addition. Le café a été le point de départ d'une addition d'activité où, malgré votre nom, vous n'avez jamais travaillé en solitaire. Bonjour Bruno Solo. Bonjour Jacques, merci. Alors, il y a le Bruno Solo qu'on connaît, et puis il y a celui qu'on découvre à travers ce livre, Les Visiteurs d'Histoire, aux éditions du Rocher, dont on va parler. Un livre étonnant. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours, et Dieu sait s'il s'est passé des choses. Privilège de l'âge. Oh, même pas, et du talent. Première date, 22 septembre 1990. Écoutez ce générique. Télézèbre, vous arrivez dans l'émission un peu par hasard, Bruno Solo. Oui, absolument, totalement par hasard. À l'époque, j'étais élève comédien, je ramais comme beaucoup de camarades, garçons et filles, qui étaient animés par la même passion, à savoir jouer. Et puis voilà, ça marchait pas. Et puis pour gagner ma vie, de temps en temps, il m'arrivait de faire de la figuration dans des émissions de télé où, à l'occasion, nous étions payés avec un petit billet comme ça pour juste là faire la claque, en gros. Et puis cette émission, d'ailleurs, que j'avais refusée parce que la fille qui s'occupait de nous, qui avait l'agence qui s'occupait de figuration pour ce genre d'émission, m'avait appelé à plusieurs reprises en me disant « Écoute, vraiment, c'est une nouvelle émission de Thierry Ardisson qui était... » déjà une grosse vedette, mais pas la star qu'il est devenu au mi-temps des années 90. Mais elle me dit, voilà, ils cherchent des gens pour être dans le public et tout. C'est mal payé et c'est très long. Je dis, bah non, quand on va chez Sabatier ou Foucault, c'est plutôt mieux payé et puis c'est très court. Bon, en gros, voilà. Donc finalement, je finis par accepter. Et comme quoi, j'ai eu, si ce n'est du pif, en tout cas un peu de bol, parce que c'est ce jour-là que j'ai été repéré dans le public par Yvan Le Bolloc et Thierry Ardisson qui m'ont gardé, alors que le principe d'Yvan, c'était qu'il devait prendre quelqu'un dans le public pour faire l'arbitre. Ils ont décidé de me garder. Et puis, c'était la veille de mon anniversaire, parce que je suis né le 23 septembre, donc c'était étonnant. Et voilà, c'était le petit cadeau. Et de ce jour-là, effectivement, les choses se sont plutôt bien enchaînées. Alors, il faut savoir que l'émission s'appelait Magnétostop. Ouais. Mais que Magnétostop... Télézèbre, c'était la rubrique. Non, la rubrique Magnétostop. Voilà, mais la rubrique Magnétostop, c'était le titre d'une émission de Zapimax dans les années 60 sur Radio Luxembourg, où il y avait un disque qui défilait, on devait gagner le lapin Gringoire. Voilà. Et c'est Yvan, ça a toujours été un voleur de poules. Il a piqué le concept à un type mort. Je m'étonne pas de lui, tiens. Alors, il s'appelle Super Bolloc, d'ailleurs, dans l'émission. Oui, tout à fait. Il fait semblant de vous chercher, vous levez la main, et il vous donne un gilet couleur zèbre. Mais c'est vrai que même s'il fait semblant de me chercher, parce que ça, c'était scénarisé, ce moment où il allait choisir quelqu'un dans le public, ça avait été préparé à l'avance, mais en revanche, c'était une heure avant. Une heure avant, nous ne nous connaissions pas. Je n'avais jamais croisé Yvan, il ne m'avait jamais croisé, mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'évidence entre nous, et Ardisson, du haut de son talent et de son flair, il s'est dit... Ça marche bien les deux, on va les garder. Oui, il faut savoir que dans la même émission, il y a Jean Edernalier qui est passé au détecteur de mensonges. Ouais. Donc c'est là où on se rend compte que l'émission peut être truquée. Et Klaus Kinski qui fait un scandale avec Yves Mourouzi qui casse tout sur le plateau parce qu'il estime que les questions de Mourouzi ne sont pas au niveau de son talent. Et c'était assez... Il y avait Françoise Hardy qui faisait une émission, une rubrique d'horoscope, etc. Voilà, c'était mes premiers pas à la télévision. Alors la télévision, je crois que vous l'avez eue à la maison en 74 et c'était une télé sur laquelle on donnait des coups de coussin pour qu'elle marche. Mais comment vous savez ça? Alors, si vous le savez, c'est que j'ai dû le dire, mais alors il y a bien longtemps, vous avez fouillé dans les archives, effectivement, c'était une télé toute pourrie, une Philips noir et blanc, qui de temps en temps avait des soubresauts d'humeur, sans aucun doute, hein, la télé a ses humeurs aussi, et donc on avait un coussin avec ma mère avait mis une sorte de trou dans le coussin et de la laine assez renforcée, si bien qu'on lançait le coussin, et pour la flemme et après on tirait le coussin vers nous pour pouvoir éventuellement s'en resservir. Et la télé 74, il y avait les Brigades du Tigre, il y avait l'île aux enfants depuis Marseille, et il y a eu le fameux débat Giscard-Mitterrand, qui n'a pas été... monopole du cœur. Voilà, et je crois qu'on n'a pas été enthousiasmé dans la famille Solo par la victoire de Giscard. Non, moi je venais d'une vieille famille de libertaires, un peu gauchos, effectivement, et Mitterrand était peut-être pas le parangon de la gauche qu'aimait tant mon père, mais il était quand même, en tout cas, l'idée d'un changement. Il y avait quand même le sentiment que depuis l'arrivée de la Ve République, et à juste titre, il n'y avait eu que des présidents dits de droite. Après, il y avait des grands hommes d'État dans ces hommes. Hein. Il y avait De Gaulle, il y avait Pompidou. Et il lui semblait, à mon papa, et donc moi, à 10 ans, j'étais un peu sous l'influence, évidemment, de ce que pouvaient dire mes parents, et notamment ce que disait mon père. Il lui semblait que Giscard n'était pas tout à fait le renouveau d'une droite à la hauteur de celle de Pompidou, surtout pour un homme de gauche comme lui, à la hauteur de Gaulle ou de Pompidou. Il lui semblait que Giscard, c'était une petite régression, même s'il se présentait comme un président moderne. C'était pas l'idole de mon père, quoi, disons ça. Et je crois que vous avez été le Benjamin
des manifestants de mai 68, Bruno Solo? Je ne sais pas si j'étais le Benjamin, mais à 4 ans, effectivement, je ne m'en souviens pas. Mais mon père et ma mère m'ont amené dans les manifestations avant qu'elles tournent au vinaigre et qu'elles deviennent un peu plus violentes. Mais là, mon père y est allé, mais sans moi. Voilà, oui. Et vous étiez, je crois, sur le dos de votre père pour voir les manifs. Oui, c'est ça, oui, pour voir les manifs, pour voir ce que c'était. Et je pense que peut-être un peu de mon militantisme, de mon engagement citoyen vient peut-être intrinsèquement de là. Ouais. Votre père était staffeur. C'est un métier qu'on connaît peu, Bruno Solo. Ouais, c'est un plâtrier d'art. C'est ceux qui font dans les immeubles haussmanniens à Paris, mais ailleurs, mais comme ils travaillent essentiellement à Paris, qui font les moulures, vous savez, ces décorations dans les plafonds, etc., les faux plafonds aussi. Et il travaillait là-dedans. Il a toujours travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Il était OHQ, ce qu'on appelle ouvrier hautement qualifié. C'était presque un plâtrier d'art. Ouais. Voilà. Et donc, dans la famille, il y avait aussi un pionnier d'écologie, je crois Pierre Fournier, un journaliste pamphlétaire. Ouais, vous croyez bien, oui, c'est même l'inventeur d'un magazine. Il a été au début du concept de Harakiri et de Charlie Hebdo avec Cavana, GB et tous ces gens-là, Volinsky, Reiser. Et puis très vite, il a créé son propre journal qui s'appelait La Gueule Ouverte, qui est le premier journal militant écologiste qui a commencé à alerter la population autour des dangers de l'industrialisation échevelée, de la pollution. Et on le prenait un peu pour un illuminé. Il avait même participé à la campagne René Dumont, premier candidat écologiste en 74 d'ailleurs, qui avait fait 0,5% des voix, mais moi j'ai le souvenir il faisait partie, en fait c'était un grand cousin de mon papa. Oui, et à l'époque on ne parlait pas du tout d'écologie. On en parlait, mais en tout cas on prêchait un peu dans le désert lorsqu'on parlait d'écologie, mais pour autant d'aucuns étaient déjà alertés et c'est dans les années 70 effectivement que les premiers prémices d'une surindustrialisation, d'une surpollution de nos rivières, de la déforestation et tout a commencé à alerter, mais ça n'a véritablement été mis dans le quotidien des gens qu'à partir du milieu des années 80. Ouais. Alors, vos études, Bruno Solo, je crois que vous habitez le Marais à l'époque, c'est un lycée qui s'appelait Sophie Germain, qui était une mathématicienne. Oui, tout à fait. Alors là, Dieu sait si c'était un hasard, je me retrouve là, parce que moi, les mathématiques et moi, ça faisait 2, voire 3, parce que je ne sais pas calculer, donc je suis capable de dire que ça faisait 3. Oui. Mais non, j'étais plutôt littéraire. Moi, j'ai fait Victor Hugo, Charlemagne et Sophie Germain, mais j'y ai des souvenirs merveilleux. J'avais la chance d'habiter dans un quartier qui était le quartier du Marais à Paris, qui est un quartier historique, qui est un quartier qui baigne justement dans l'histoire et qui est magnifique à visiter, à regarder ou à flâner. Donc ça veut dire que mes écoles buissonnières étaient tout aussi agréables que mes heures de cours. Voilà. Mais vous êtes né trop tôt parce que ce lycée, d'ailleurs, qui a été l'annexe fille du lycée Charlemagne, c'est quand même pas désagréable. Il y a une option depuis 2002 cinéma. Ouais, je sais que parce que j'ai des copains qui habitent toujours dans le quartier et dont les enfants ont fait cette option-là. Mais j'ai quand même beaucoup de chance parce que l'année où je suis rentré à Sophie Germain, c'est l'année où il devenait mixte. Oui. Donc il y avait quand même une grande majorité de filles et on était 2 garçons par classe. Autant dire des renards dans la volière quand vous avez 15 ans, 15-16 ans et que vous arrivez dans des classes comme ça. Pour un enfant, en tout cas, voilà, qui sentait une attirance pour les filles, qui était hétérosexuelle, effectivement, c'était un véritable bonheur et c'était le cas. Et effectivement, j'ai redoublé ma seconde, parce que je suis rentré en seconde à Sophie Germain. Je l'ai tout de suite redoublé parce que j'étais perturbé par trop de choses qui m'ont empêché de suivre des études comme l'élève brillant se destinait à suivre. Oui, vous en avez fait d'autres plus tard. Alors, vous êtes aussi d'une famille très aimante, c'est-à-dire que c'est une famille très unie. Ouais. Alors qu'il y avait des conflits quelquefois à l'école entre parents et enfants. Oui, chez moi, au point que je m'en inventais des conflits pour me rentrer dans ce qui me semblait être la norme. C'est-à-dire que lorsque je rentrais à la maison, j'évoquais avec papa et maman et ma sœur, mais plus volontiers avec eux, puisque ça me concernait moi directement. Je leur disais qu'effectivement, j'avais quand même le sentiment que la plupart de mes copines, mes copains, pas tous, mais la plupart, la grande majorité, disaient ouais, mon daron. Enfin, on disait pas daron à l'époque, mais mes parents me font chier, ils comprennent rien, ils sont dépassés, ils écoutent pas ma musique, ils aiment pas ci, ils aiment pas ça, ils m'emmerdent. Et moi, je faisais semblant parfois de participer à ces discussions pour pas me sentir presque exclu de ce désamour. Et vis-à-vis des parents. Parce que, oui, bien sûr qu'il y avait des conflits à la maison de temps en temps, ça se charriait un peu, ça s'engueulait, mais sur les choses fondamentales, et sur la tendresse, et sur le dialogue, et sur l'idée que tout pouvait être dit, et qu'il n'y avait pas de non-sujet, j'étais même très heureux, et mon père a tellement été bouleversé par cela, qu'il m'a dit, écoute, de toute façon, je pense qu'il est bien de rentrer un peu en conflit avec ses parents, et pour cela, on va apprendre à mieux se connaître, et il m'a amené faire une sorte de tour du monde pendant 3-4 mois, effectivement, enfin
3 mois, mais le temps du voyage aller-retour, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, il a fallu 1 mois de plus. Et voilà, en pleine année scolaire, nous sommes partis Canada, États-Unis, Mexique, Guatemala, Honduras, dans des conditions assez précaires, quoi. Voilà, on vivait un peu au jour le jour, mais beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de ce voyage. Ouais. Oui, et puis à l'époque, vous appelez Bruno Lassalle, et puis... Je m'appelle toujours Bruno Lassalle. Oui, mais en fait, il y a une projection de Star Wars au Grand Rex que vous allez voir 4 fois de suite. Bah oui, à l'époque, vous vous souvenez, Jacques, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais à peine. Et vous vous souvenez que quand on payait le cinéma à 10h, il y avait ce qu'on appelait la séance continue. On gardait son billet, on pouvait regarder le cinéma jusqu'à la dernière séance. C'est le cas de le dire, d'Eddie Mitchell. Et donc, je vais voir avec des copains en 77 au Grand Rex, La Guerre des Étoiles. Et on était tellement fascinés parce qu'on venait de voir à l'écran, en plus l'écran du Grand Rex, pour ceux qui connaissent le Grand Rex à Paris sur les grands boulevards, on est tellement fascinés qu'on est resté, qu'on a vu le film 4 fois de suite. Et quand il s'est agi de trouver des années plus tard avec Yvan un nom d'emprunt, un nom d'artiste, parce qu'il s'appelle pour le coup lui vraiment Le Bollock, il est né avec un nom grotesque tout de suite qui sonne bien, tandis que moi je suis né avec un nom qui avait une certaine noblesse, Lassalle, mais qui sonnait moins bien. Donc Bollock et Lassalle, c'était pas terrible, et donc il m'a dit choisis-toi un nom. J'ai réfléchi et je me suis souvenu que Han Solo, c'était quand même un héros que j'aurais adoré être. Surtout qu'après il sort avec la princesse Leia, dont j'étais amoureux comme beaucoup de garçons de mon époque. Et voilà comment est né Bruno Solo. Voilà. Et on va reparler de tout ça justement avec une autre date, le 3 septembre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Solo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Solo. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre Les Visiteurs d'Histoire aux éditions du Rocher, où l'Histoire de France s'invite chez vous. Pour l'instant, vous êtes chez nous à Sud Radio, avec une date, 3 septembre 2001. Vous ne l'avez pas oublié. Écoutez ceci. Première de Caméra Café, une idée née 7 ans plus tôt finalement. Oui, quand on a été viré de Canal, après y avoir officié pendant 3 ans, avec le Top 50, qu'on avait revisité après que Toescal ait abandonné. Et après, on a fait une émission qui s'appelait Le Plein de Super. Et fort de notre... Peut-être on a été sans aucun doute très présomptueux avec Yvan. On avait le sentiment qu'on était les très bienvenus sur la chaîne. On a été sacrifié sur l'autel de l'efficacité parce que l'émission marchait pas suffisamment, Le Plein de Super, et donc ils ont choisi d'en faire une autre. C'est une émission qui passait en clair. Oui. Donc en clair, il y avait quand même un peu d'audience à assurer. C'était l'émission peut-être un peu clivante qui parlait que de musique dans une grosse voiture, etc. Que j'ai adoré faire, qui est sûrement l'émission qui nous a, Yvan et moi, donné le sentiment qu'effectivement on était capable de produire et d'écrire de A jusqu'à Z un projet, parce qu'il sortait uniquement de nos deux cerveaux un peu dingues. Et quand l'émission s'est terminée, on s'est dit on va prendre un morceau de l'émission, à savoir la fin de chaque émission. Nous faisions un sketch dans la cabine de la voiture. Un sketch où on était tous les deux avec juste une caméra comme ça, de face, celle qui était au niveau du rétroviseur, sur le pare-brise. Et on faisait un petit sketch comme ça. Et ça nous aimait marrer à chaque fois qu'on les regardait et que des gens nous en parlaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça à l'époque. Donc quand des gens nous croisaient, ils disaient « on adore votre petit sketch de fin, c'est ce qu'on attend beaucoup dans l'émission. » Et on s'est dit, on va faire un truc autour de ça. Et c'est Yvan qui a eu l'idée de la machine à café, où on parlerait de la vie en mode la vie en entreprise, dans le secteur tertiaire, au travers de sa machine à café. Yvan a eu cette idée, après moi j'ai trouvé le titre, après on a créé les personnages avec Alain Capoff, Yvan et moi, et là on est parti avec la fleur au fusil, avec notre petit baluchon. On a évidemment proposé l'émission très évidemment à Canal, et qui nous a dit, mais quand les gens rentrent du boulot, ils ne veulent pas se voir au travail. Parfois, il y avait une nuance. C'est genre, quand les gens rentrent du travail, ils ne veulent pas se voir au boulot. Oui. Mais bon, finalement, ça voulait dire la même chose. Et nous, on a compris que ça allait être long et difficile. The long and winding road, comme disait Paul McCartney. Et effectivement, ça n'est que 7 ans plus tard qu'une chaîne, M6, qu'un producteur exécutif, Jean-Yves Robin, a réussi à convaincre donc cette chaîne, M6, qu'il y avait peut-être matière à faire un programme à succès. En tout cas, un programme qui pourrait plaire. On n'imaginait pas... Moi, je le sentais. Je le suis très honnête. J'ai toujours senti que ce programme était susceptible de bien marcher.
parce qu'on adore se voir dans une sorte de miroir déformé et d'imaginer que celui qu'on voit à l'image, ça n'est pas soi, mais un autre. On est toujours l'imbécile de quelqu'un. Et comme c'était un programme un peu affreux, sale et méchant, je me suis dit que ça allait amuser les gens de se voir au boulot avec les caractéristiques du comptable, du VRP, du syndicaliste, du secrétaire, de la secrétaire, du patron, etc. Je me suis dit, ça peut vraiment véhiculer quelque chose. Et en plus, le secteur tertiaire, ça existe dans la plupart des pays dits en voie de développement, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Je me suis dit, en plus, on peut peut-être faire un succès international. Bon, je ne m'étais pas complètement trompé. Ça a bien marché en France, et puis ça a bien marché presque dans le monde entier, parce qu'à un moment, c'était même le format français le plus vendu dans le monde. Ce qui est différent du catalogue. Le catalogue, là, c'est génial. C'est que vous vendez le produit fini et vous le sous-titrez, vous le doublez dans les pays. Les Américains font ça. Quand vous voyez Starsky et Hutch, voilà, ils ont vendu le catalogue. Quand vous vendez le format, c'est une adaptation qui est proposée. Chaque pays, les Italiens avaient leur propre caméra café, les Espagnols. Si bien que chaque pays, d'ailleurs, revendique le fait que Caméra Café lui appartient, mais non. C'est un programme français inventé par trois dingues, Capoff, Bollock et Solo, en France, donc en 94, et mis à l'antenne en 2001 seulement. Oui, et d'ailleurs, les programmes français vendus à l'étranger sont rares. En général, c'est plutôt l'inverse. Il y a le seul jeu français dans les années 60, c'est 100 francs par seconde, un jeu de Jean-Jacques Vital, où on gagnait 100 francs jusqu'à ce qu'il y ait un incident. Et ça, les Américains l'ont repris. Mais Fort Boyard, ça s'est pas vendu dans le monde entier ? Fort Boyard aussi, c'est plus récent. Mais Fort Boyard, 35 pays, Fort Boyard. D'accord. Et le film... 100 francs par seconde, c'était le premier. C'était le premier. Alors, nous, on n'était pas les premiers. Je crois qu'il y avait eu d'autres formats qui s'étaient vendus, il ne faut pas exagérer. Mais en revanche, on a été à au moment de notre gloire, on a été présent dans une quarantaine de pays quand même différents. Et il faut savoir que peut-être un gars et une fille vous ont aidé, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était tourné avec des tout petits moyens. Les 3 premières saisons, c'était dans l'appartement de Isabelle Camus, la productrice, tellement il y avait peu d'argent. Alors, absolument, mais un gars et une fille, c'est un format québécois à la base. C'est un format québécois, Chouchou Loulou, c'est un format québécois et qu'elle a adapté. Tandis que nous, c'était vraiment un format français qui a fédéré d'autres versions à l'étranger. Avec quand même un accident, c'est le 11 septembre, car vous étiez à l'antenne depuis une semaine. C'était fou parce que j'étais à Lausanne, moi, à ce moment-là, quand il y a eu le premier numéro de Caméra Café. Je tournais un film là-bas avec Jean-Luc Bidot et Florence Viala de la Comédie Française. Et un très joli film. Et le 3 septembre, donc je suis dans ma chambre, je vois le premier numéro de Caméra Café. C'est très émouvant pour nous. Enfin, ce programme qu'on avait porté sur nos épaules pendant tant d'années. Et puis le lendemain, je regarde un nouvel épisode, etc. Et puis, je me souviendrai, le 11 septembre, le mardi 11 septembre, c'était un jour off. Donc je ne tournais pas, mais je restais sur Lausanne parce que je devais tourner le surlendemain. Et je me balade dans la ville et je vais au musée de l'art brut, qui est le musée créé par Georges Dubuffet et qui regroupe des œuvres faites ou par des psychotiques ou des enfants déficients, des adultes comme des plus jeunes, des femmes comme des hommes, qui est un musée absolument extraordinaire, qui est le musée de l'innocence, puisque c'est le musée de gens qui n'ont aucune autre influence que leur propre imaginaire et qui créent des œuvres, de la peinture, de la sculpture. Et c'est mon père d'ailleurs qui m'a dit, si tu vas à Lausanne, va dans ce musée. Pour lui, c'était un des plus beaux musées du monde. Et je vais dans ce musée, j'assiste, je regarde l'exposition, j'en sors assez bouleversé par cette innocence comme ça, servie au service de l'art. Et tout d'un coup, je vois Lausanne, qui est une ville plutôt tranquille, plutôt presque endormie. C'est une belle endormie, Lausanne. Je m'y balade et je sens une agitation. Je sens que les gens marchent un peu plus vite, qu'ils discutent entre eux très furtivement et se séparent. Donc je sors du musée, j'arrive à l'hôtel où j'étais logé. Et je vois une agitation terrible au niveau du desk, en fait, de la réception. Je monte dans ma chambre, j'allume la télé et je vois les images du 11 septembre. Et je suis bouleversé, d'autant plus que je vous dis, je sortais d'un endroit comme ça, presque tranquille, presque innocent, et je vois tout d'un coup le monde qui bascule dans une violence terrible, parce que ça a été là pour le coup une vraie grande date historique qui restera. On sait tous, absolument tous ceux qui ont vécu le 11 septembre 2001 savent où ils étaient très exactement à ce moment-là. Et effectivement, pour en revenir à ma petite histoire qui n'a pas grand intérêt, ma petite histoire, c'est que Caméra Café s'est arrêté effectivement pendant quasiment 2 mois. Parce que, évidemment, le monde ayant été bouleversé, on ne parlait que de cela, et les infos étaient en boucle sur ces sujets, et Caméra Café n'y avait plus sa place. Donc, on a disparu de l'antenne, et j'ai pensé que, décidément, ce programme était maudit, et qu'il ne reviendrait pas. Et puis, il est revenu petit à petit, et puis voilà, quoi. Voilà. Et on a même fait des thèses. J'ai retrouvé une thèse de Benjamin Derzig-Kurtz, docteur en sociologie de la télévision et des médias, qui a fait une thèse sur Caméra Café.
Ah oui? Ouais, c'est fou, hein. Oui, oui, bien sûr, c'est une série un peu sociologique aussi, puisqu'on s'occupait évidemment de la vie au travail. On abordait tous les sujets dans Caméra Café. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le racisme, le handicap, la délocalisation, le cynisme, le capitalisme cynique et sauvage. Aussi, par le biais de mon personnage, qui était un syndicaliste absolument véreux et absolument pas représentatif du monde syndical, en tout cas dans ce qu'il a de plus noble. Mais moi, je représentais la partie la plus dégueulasse. Jean-Claude, qui était comme un VRP, escroc, misogyne, phallocrate, etc. On a toujours adopté la posture de dénoncer les choses au travers de la monstruosité de notre personnage. On était plutôt dans la comédie italienne que dans la comédie anglaise. C'est-à-dire dénoncer au travers de deux personnages assez minables les travers de notre société et du monde du travail. De ce point de vue-là, je comprends qu'il y a eu des études sociologiques qui étaient faites sur Caméra Café. Oui. Et il y en aura peut-être d'autres parce que le monde du travail ayant évolué, vous allez refaire quelques Caméra Café. En fait, pas quelques, on va faire un one-shot, on parle anglais, hein, oui. On va faire un numéro spécial de 90 minutes pour M6, pour fêter les 20 ans, puisque comme vous l'avez dit, c'était en 3 septembre 2001, donc on a terminé de l'écrire, et le problème, c'est que comme j'avais du travail, Yvan aussi, on n'était pas tous libres, on ne va tourner qu'à partir de janvier 2022, donc ça passera, je pense, sur M6 au printemps 2022, un spécial Caméra Café où on revient sur les 15 années où nous n'avons pas été à l'antenne. Il s'est passé tellement de choses entre l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, de hashtag MeToo, des attentats, parce qu'on les abordera aussi, des gilets jaunes, de la Covid, etc. On va réaborder tous ces sujets à travers le prisme de tous les personnages de Camcaf. Ouais. Et je crois qu'il y a encore, en dehors de 40 pays, il y a d'autres pays qui s'intéressent aujourd'hui à Caméra Café encore. Oui, de temps en temps, on a des pays émergents qui font appel au service de la production exécutive de Caméra Café. Robin Productions, pour être très précis, et qui demandent s'ils ne peuvent pas racheter les droits ou voilà. Et vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses. On en parle à travers une autre date, le 9 mars 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Solo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Solo. Les visiteurs d'histoire aux éditions du Rocher, on en parle dans quelques instants. Mais on va quand même parler d'histoire parce que le 9 mars 2011, vous avez incarné un personnage historique, Pierre Mendès France. Et ça a surpris tout le monde. Oui, ça a surpris effectivement des gens qui ne s'attendaient pas à me voir endosser un personnage comme cela. Moi, en tant que comédien, et ceux qui me connaissent et qui avaient travaillé avec moi savaient que, a priori, un comédien, il est susceptible de tout jouer. Après, on lui colle une étiquette ou il n'a pas nécessairement envie de tout jouer parce qu'il préfère être uniquement dans la comédie ou dans la tragédie. Moi, j'ai toujours abordé plusieurs rôles différents, mais ça ne se savait pas comme ça s'est su au travers de Mendès France, qui était peut-être un de mes rôles les plus emblématiques. Et c'est vrai que c'est le courage de Laurent Heinemann, le réalisateur, qui est venu me voir et qui, parce qu'il m'avait entendu parler dans une émission de télé et qu'il m'avait vu au théâtre dans une pièce un petit peu plus sombre qu'à l'accoutumée, qui était Inconnu à cette adresse, oui. Ce magnifique texte de Cressman Taylor où je jouais un juif qui correspond avec son meilleur ami qui devient nazi juste avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Donc voilà, ça c'est le contexte de la pièce, et il m'avait vu là-dedans et tout d'un coup il avait senti que j'étais peut-être susceptible de jouer quelque chose de différent de ce dans quoi on m'avait déjà vu, même si j'avais fait 2-3 rôles un peu plus dramatiques mais qui n'avaient pas impacté le grand public comme La vérité si je mens ou des choses comme ça. Donc il m'a donné cette chance. Et pour moi, ça a été très fort, d'autant plus que Tristan Mendès France est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est donc le petit-fils de Pierre Mendès France, et toute sa famille, j'étais susceptible de les rencontrer, donc oui. Susceptible peut-être de les heurter. Et je crois savoir qu'au tout début, quand ils ont su que le choix s'était porté sur moi, que quelques-uns ont eu des réserves. Elles sont légitimes, et c'est à nous de faire en sorte de leur prouver que finalement, on était à même de pouvoir endosser le rôle. Et bon, écoutez, ma foi, les critiques et le succès qu'a rencontré auprès du public le film, parce qu'il a fait de très bonnes audiences, et puis les succès critiques qu'il y a eu font que ça m'a peut-être installé un peu dans d'autres places au pluriel. Je veux dire que ça m'a permis de naviguer sans avoir nécessairement à chaque fois à me justifier dans des rôles différents. Et j'aime toujours fondamentalement la comédie. Je pense que la comédie, il faut la prendre au sérieux, la prendre au sérieux sans se prendre au sérieux.
il y a une gravité aussi dans les vraies comédies. C'est pour ça que je parlais des comédies italiennes tout à l'heure, parce que au travers de la comédie, on peut... Regardez, c'est marrant d'ailleurs, il y a un paradoxe français qui consiste à laisser penser qu'il faut avoir un grand rôle tragique pour être reconnu comme comédien, et que la tragédie est plus louée que ne l'est la comédie. Et pourtant, celui qui incarne l'esprit français, le théâtre français, c'est Molière. Et Molière n'a jamais rien fait d'autre que de la parodie, que de la comédie, et de traiter les grandes vertus et les grands malheurs de ce monde au travers du rire et de la férocité qu'il peut entraîner, et de la réflexion qui en découle. Donc je trouve que c'est paradoxal de toujours avoir un petit œil, si ce n'est condescendant, en tout cas un petit peu narquois vis-à-vis de la comédie, alors qu'elle est le ciment même de notre culture théâtrale. Voilà. Et donc, oui, Mendès France a été un honneur. Et puis, je me souviens de la réaction de mon papa le jour où il a su que j'allais jouer ce personnage. Et lui, qui était comme moi, c'est quelqu'un d'assez volubile, qui avait une facilité d'expression orale. Là, il était assez sidéré, il avait la gorge nouée. Et quand je lui ai dit que j'allais jouer Mendès France, je me souviens, je l'avais annoncé le jour de Noël, parce que je l'ai su décembre, et je l'ai fait finalement le film au mois de mars. Et il était venu, il habitait à Bayonne, mon papa, à ce moment-là, et il était venu à Paris pour faire les fêtes de Noël avec toute la famille. Et quand je lui ai annoncé, il m'a fait mais dis donc, Mendès France, mais attention, mais les mots ne s'enchaînaient pas. Il était juste pris par une émotion qui m'a évidemment beaucoup touché. Et je l'ai fait ce film aussi beaucoup en pensant à ma maman et à mon papa, mais plus particulièrement à mon père, parce que je sais qu'il avait une admiration sans borne pour cet homme qu'il estimait être un immense homme d'État au service de sa mission et jamais au service de lui-même, comme devraient l'être tous les hommes politiques, comme l'était De Gaulle à droite et comme les Mendès France à gauche. C'est quand même dingue que les deux représentants les plus emblématiques de la gauche et de la droite française, dans ce cas-là de plus noble, en tout cas de plus valeureuse, eh bien, il y en a un qui s'appelle Gaulle et l'autre qui s'appelle France. Voilà. Et mon père avait une grande admiration pour cette France-là. Alors, il faut savoir que le film s'appelait Accusé Mendès France. Ouais. Il devait s'appeler au départ Le pire des crimes. C'est une histoire oubliée de l'occupation où il s'est retrouvé dans un procès parce qu'il avait soi-disant déserté. Oui, avec Jean Zay et le regretté Georges Mandel, que j'aborde d'ailleurs dans le dernier chapitre de mon livre. Effectivement, ils étaient partis avec, je crois, 27 autres députés. Ils avaient fui Pétain et Laval, pas encore Vichy, parce que Vichy n'était pas encore installé. Et ils ont fui à travers un bateau. Enfin, ils n'ont pas fui. Ils ont tenté de monter un gouvernement libre à Alger en montant dans un bateau qui s'appelle le Massilia, et ce bateau va être détourné, et une fois arrivés à Alger, ils vont être rapatriés, Jean Zay, Mendès France et Georges Mandel en France, enfermés. Il va y avoir un procès qui est véritablement un procès en juiverie de ces trois hommes-là. Deux mourront sous les balles de la milice et de la Gestapo, Jean Zay et Georges Mandel. En revanche, Pierre Mendès France, lui, réussira de manière totalement rocambolesque à s'échapper de sa prison à Riom, en Auvergne, et à rejoindre, après un an de maquis, à rejoindre De Gaulle et à devenir le copilote de Romain Gary, et faire des missions au-dessus de la France avec Romain Gary, mais sous la houlette évidemment de Gaulle, qu'il s'admirait beaucoup. D'ailleurs, ils ont été des adversaires politiques après, mais ils sont restés très admiratifs l'un de l'autre, et pour cause. Et c'est ce moment-là qu'aborde le film, effectivement. C'est son procès, son séjour en prison, son évasion, et le fait qu'il rejoigne De Gaulle à Londres. Voilà. Et il y a une désertion pour votre culture personnelle, Bruno Solo, qui est à l'origine d'une chanson. Écoutez. Un accordéoniste qui sait jouer la java. L'accordéoniste, chanson de Piaf très connue. En fait, Michel Aymer l'écrit, la propose à Piaf le 1er septembre 39. Piaf lui dit: je veux garder ta chanson, tu restes avec moi pendant 3 jours. Résultat, comme il était mobilisé, il se retrouve déserteur. Il se trouvait un conseil de guerre et expliquer à ses supérieurs qu'il avait écrit une chanson pour Piaf, ça n'a pas été facile. J'ai une très belle anecdote. Ah ouais. Alors finalement, vos débuts à l'écran, c'était dans un film qu'on a totalement oublié qui s'appelait Tom est tout seul.
seul, Bruno Solo? Oui, enfin, il y a tellement de films qui sont oubliés. Effectivement, Tom est tout seul, c'est le tout premier film où Fabien Otteniente, dont c'était le 3e film, il avait fait avant, il avait fait un film qui s'appelait À la vitesse d'un cheval au galop, et non, c'était le 2e film, et Tom est tout seul, eh bien, il me propose ce film très joli où j'ai eu la chance de croiser Jean Rochefort pour ma première incursion dans le cinéma, et Florent Pagny qui avait le rôle principal, et moi j'avais un petit rôle dedans, mais je m'étais beaucoup éclaté, et à cette époque-là, on s'est très bien entendu avec Fabien Otteniente, et on avait écrit un autre film après, ensemble, qui s'appelait Grève Party, qui est un film qui se passe un jour de grève où un libraire dit aux gens, puisque vos corps sont immobiles, faites bouger vos têtes. Et c'était un personnage que joué d'ailleurs magnifiquement par Daniel Russo et qui était très inspiré de mon papa, qui était donc un homme du peuple, un ouvrier, mais un homme autodidacte et très érudit qui s'intéressait à la littérature, qui m'a donc intéressé à la littérature, au théâtre, à la peinture, qui m'a initié aux arts en règle générale. Je m'étais beaucoup inspiré de lui pour travailler ce personnage avec Fabien Otteniente. Puis après, on a écrit Jet Set. Puis après, nos chemins se sont séparés parce que c'est comme ça. Et puis, on n'a plus jamais rebossé ensemble. Mais on a eu au moins il m'a donné ma chance au cinéma. Ça aurait pu être un autre, ça a été lui. Et voilà, et puis Tom est tout seul, c'est un joli souvenir. Et d'ailleurs, des années plus tard, mon fils s'appelle Tom, c'est un hasard. Oui. Mais ma première pièce que j'ai faite au théâtre, la première pièce professionnelle pour laquelle j'ai été payé, pour laquelle des gens ont payé pour venir me voir au théâtre avec des camarades. C'était un Feydeau, c'était le système Ribadier, et celle qui jouait ma femme s'appelle Angèle, et quelques années plus tard, ma fille s'appellera Angèle. Donc voilà. Au cinéma et à la télé font partie intime de ma vie, quoi. Alors, même pour le prénom de mes enfants. Le système Ribadier, justement, Feydeau se qualifiait de paresseux. Il a assuré avoir terminé le 2e et le 3e acte de La Dame de chez Maxims pendant que le premier était en répétition. Ouais. Et vous aussi, alors que vous travaillez énormément, vous vous qualifiez de paresseux, Bruno Solo. Mais les paresseux qui sont conscients de leur oisiveté sont des gens qui se bagarrent, parce qu'on a peur, évidemment, que la paresse l'emporte sur l'envie de bouger et de se dire qu'on va juste s'allonger, être contemplatif, flâner et regarder le temps passer. Quoi de plus beau? Moi qui adore lire, qui adore me reposer, etc. Donc, parce que je sais aussi qu'on peut vite se laisser engloutir par cette paresse qui peut parfois être pénible pour les autres, déjà, parce que quelqu'un qui ne fait rien de la journée, oui. C'est pénible. Donc, on se bagarre peut-être. Surtout. Voilà, c'est fatigant plus pour les autres que pour nous. Mais peut-être qu'on se bagarre un peu plus. Après, les vrais paresseux le revendiquent pas, mais effectivement, avoir le goût de l'oisiveté, avoir le goût de ne rien faire, avoir le goût d'observer, de contempler, de flâner, de se reposer, de laisser l'esprit un petit peu s'apaiser, avoir ce goût-là, savoir le cultiver, c'est aussi du travail, quelque part. Vous travaillez beaucoup pour oublier que vous êtes paresseux. Sans aucun doute. Et puis bon, vous avez vécu ensuite dans une ville qui est liée dans votre souvenir à une chanson chère à votre cœur. Bruxelles, ma belle, je te reviens bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Je sens que son amour. Chanson du premier album de Dick Annegarn, qui ne voulait pas chanter d'ailleurs, parce qu'il trouvait que c'était trop fastoche. Et c'est un clin d'œil à Michel Mabel des Beatles, et pas à Bruxelles. Mais cette chanson vous a marqué? Elle m'a marqué parce qu'il a beau dire, moi je l'ai croisé Dick Annegarn après, parce que j'admire beaucoup cet homme, parce que même le suite de sa carrière. C'est un grand poète, c'est vraiment un homme qui écrit merveilleusement bien, grand mélodiste et tout. Et en fait, il dit ça parce qu'il y a une pudeur et beaucoup d'humour chez lui, mais si, il a été marqué par cette ville. Il y a habité, il est hollandais, maintenant il habite à Lille, je crois, mais il a longtemps habité à Bruxelles, et il l'aimait, il avait quand même une grande tendresse pour cette ville. Et après, effectivement, comme beaucoup de gens lui ont dit que Michel, Mabel, Bruxelles, Mabel, ça l'agaçait peut-être un peu, comme si c'était un petit peu assez militant et c'est un type qui va toujours de l'avant, un homme qui va beaucoup de l'avant. Peut-être qu'il n'avait pas envie de chanter. D'ailleurs, quand je l'ai vu en concert, il y a quelques années à Bruxelles, cette chanson, il l'avait expédiée dans son tour de chant. On sentait qu'il l'expédiait, que le public la chantait avec lui. C'était à Bruxelles, d'ailleurs, le concert. Je l'avais déjà dit, mais voilà. Et donc, il l'expédiait un petit peu. Mais moi, cette chanson, la première fois que je l'ai entendue, j'ai 12, 13 ans peut-être. Le meilleur ami de mon père était belge. On allait assez souvent là-bas, en Belgique, et je m'étais promis qu'un jour, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup dans l'âme belge, la fameuse belgitude, et dans l'attitude des Bruxellois au quotidien. J'étais attiré par cette ville. Je m'étais dit, un jour, j'y viendrai. Je ne sais pas quand, comment, pourquoi, à quelle occasion, mais je viendrai vivre dans cette ville. Et puis, en plus, il y a cette chanson dont je me dis, on ne peut pas écrire, un peu comme Nougaro quand il écrit sur Toulouse, on ne peut pas écrire une chanson à ce point touchante, à ce point poétique, à
ce point symbolique, à ce point métaphorique sur une ville, sans qu'elle soit inspirante. Donc il y a véritablement quelque chose, et je m'en suis rendu compte quand j'y ai habité des années plus tard, que c'est peau d'âne, Bruxelles. En fait, c'est une ville qui semble grise, sans grand intérêt, mais sous ses oripeaux, sous cette peau de bête un peu poussiéreuse, comme ça, comme dans le roman de Perrault, eh bien, se cache la plus jolie fille du monde. Mais elle se mérite. Elle se mérite, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fouiller pour se rendre compte à quel point Bruxelles est secrète, à quel point elle est pudique, à quel point elle est poétique. Et c'est une ville, quand vous commencez à bien la connaître, et j'y ai habité quasiment 5 ans, j'y ai habité même 5 ans, un peu plus, et ben c'est une ville qui vous bouleverse. Et moi encore aujourd'hui, elle me bouleverse. Voilà. Et nous, on va être bouleversés par ce livre dont on va parler à travers une date, le 6 octobre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Solo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Solo. Donc, 6 octobre 2021, encore une nouvelle activité qui s'ajoute à toutes celles dont on a parlé, sortie de Les Visiteurs d'Histoire aux éditions du Rocher, un livre qui est sous-titré Quand l'histoire de France s'invite chez moi, parce que vous avez inventé un concept, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes chez vous, vous recevez des noms connus ou oubliés de l'histoire de France. Oui. C'est comment est venue cette idée? C'est fou ça. En fait, au début, quand j'ai eu l'idée de ce livre, c'est parce que je faisais, depuis 5 ans, je présente des émissions d'histoire sur France 5. Je présente une émission qui s'appelle La véritable guerre des trônes. Non, La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe, où je raconte comment l'Europe, depuis la guerre de 100 ans, jusqu'à nos jours, ça on verra, ça dépendra du public, mais là on en est à la mort de Louis XIV, la Régence et le début du règne de Louis XV, c'est la 5e saison qui va passer là sur France 5 pendant les périodes de fête. Donc voilà, j'ai une appétence très forte pour l'histoire, d'aussi loin que mes souvenirs remontent. Monsieur Aidant, je crois. Monsieur Aidant, formidable nom pour un professeur, non, hein, pour un pédagogue de s'appeler Monsieur Aidant. Et il m'a éveillé, même si à la maison on en parlait beaucoup parce que mon père avait une grande passion aussi pour l'histoire. C'est vrai que j'étais bon dans cette matière. Voilà, c'était une matière dans laquelle je brillais. J'avais une bonne note au bac, j'avais de bonnes notes en général. Ça me plaisait, j'aimais la raconter, j'aimais comprendre, j'aimais les éclairages qu'elle me donnait sur ce que je vivais là, sur mon présent d'enfant des années 70 et 80. Grâce à l'histoire, j'avais l'impression de mieux saisir un petit peu mon quotidien. Et puis, ça me passionnait, donc je lisais beaucoup de choses autour de cela. Et évidemment, les éditions du Rocher m'ont dit, écoute, vas-y, écris un livre. Et c'est quoi l'idée? Et j'ai cherché l'idée. Très vite, je me suis dit, je vais me faire une sorte de petite pièce de théâtre, de dialogue avec des personnages de l'histoire. Il fallait qu'ils soient liés à mon histoire intime aussi, ou mon histoire géographique. Par exemple, je pense à Saint-Éloi, qui a créé le quartier du Marais à Paris, dans lequel j'ai grandi, où il y a le lycée Sophie Germain, qui est en plein cœur du Marais, où j'ai grandi aussi parce que j'habitais dans le coin, moi. Des personnages qui m'ont marqué comme Louise Michel, parce qu'on en parlait beaucoup à la maison, comme Georges Mandel, que j'ai failli interpréter, comme le Chevalier d'Éon, pour lequel j'avais commencé à écrire une série qui ne s'est finalement jamais faite, comme Alcuin, dont mon père avait une grande passion, parce que c'était l'écolâtre de Charlemagne, c'est celui sans aucun doute dont on peut dire qu'il aurait inventé l'école telle qu'on le conçoit aujourd'hui. Christine de Pisan, qui était la militante du féminisme, la première femme dont on peut considérer qu'elle était la précurtrice, je ne sais pas comment on dit, la précurseur du féminisme. Simple, oui. Et voilà, donc il fallait qu'il soit lié à mon histoire intime. Donc j'avais un choix très large, il y avait plein d'autres que j'ai finalement oubliés, mais pour les choisir, il a fallu que des chercheurs et des historiens me donnent un coup de main et me disent sur lui ou elle, tu auras de la matière, sur lui un peu moins, et puis là c'est moins intéressant, beaucoup de choses ont déjà été dites, il n'y a pas de grand chose à nouveau à raconter sur eux, et on est arrivé à une liste courte qui était donc 11 personnages qui vont de Clovis jusqu'à Georges Mandel, en passant par Théophraste Renaudot, Michel L'Hospital et tous ceux que j'ai précédemment cités. Et voilà, et j'ai voulu dialoguer avec eux, de temps en temps les mettre face à leurs contradictions, eux me mettre face à mes candeurs vis-à-vis d'eux. Là, c'est la légende, Bruno, tu te trompes, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais évidemment, si je les fais parler, c'est que je m'appuie sur le travail des chercheurs. Et donc, il y a un échange assez humoristique, assez vif parfois, assez admiratif, assez bouleversé, assez poignant. Et puis, de temps en temps, un peu rentre-dedans, notamment avec Cavalier de la Salle. On se met un peu sur la gueule. Et je me sens d'autant plus à l'aise avec Cavalier de la Salle, c'est qu'il a mon vrai nom. Hein. Je ne suis pas du tout un descendant du chevalier Cavalier de la Salle, de René Robert Cavalier de la Salle. Mais pour autant,
pour autant, ça m'amusait d'évoquer un nom, un personnage historique et homonymique. Oui, encore faut-il retrouver ces personnages, parce que, exemple, lui dont vous parlez, que vous recevez chez vous, et le tutoiement est de rigueur, ben, on n'a aucune image de lui. Clovis ? Oui. Ah oui, Clovis, oui, c'est l'une des choses que nous disent les historiens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de portrait qu'on peut considérer comme fidèle du visage de Clovis. Autant Vercingétorix, qui lui est antérieur, on sait maintenant qu'il n'avait sans aucun doute pas de moustache, Oui. qu'il était même sans aucun doute parfaitement glabre, parce que les Gaulois se rasaient, et avaient même des techniques de rasage extrêmement... Ils se coupaient les cheveux et tout. Autant Clovis, on ne sait rien de son visage. On pense que tout ce qui a été raconté par ces biographes qui sont parfois morts, qui sont nés 80 ans après la mort de Clovis, Oui. ont souvent été des carabistouilles, quoi, des Ben, c'est les billevesées. premières fake news, quoi. Voilà, c'est les premiers faits. Donc, il y a beaucoup de... Donc, je n'ai pu m'appuyer que sur un travail d'historien. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, particulièrement pour le personnage de Clovis, je mets en perspective plusieurs dates, plusieurs visions, plusieurs versions, pour ne... Pas nécessairement pour fâcher personne, mais pour être le plus honnête possible par rapport à ce personnage. Mais il fallait que je commence par lui, parce qu'il est vraiment véritablement le fondateur de ce qu'allait devenir la France, même si à la fin de son règne, en fait, c'est une succession de tribus parsemées, et que l'idée même de la France n'existe même pas, quoi. Oui, et même, on connaît même pas la date de son baptême, ce qu'on apprend dans Oui. votre livre, alors que c'est quand même la fondation de l'histoire de France. Exactement. Enfin, beaucoup pensent que l'histoire de France est partie de là. Et d'ailleurs, c'est un conflit entre lui et moi, parce que quand je lui dis, on ne sait même pas quand tu es né, il commence à sortir la hache, le cimetière et tout. Il a 2 doigts de m'en coller une. Et dans le livre, je dis heureusement que j'ai demandé de remiser sa hache dans mon vestiaire à l'entrée, parce que je l'ai fait rentrer chez moi, bien entendu. Je leur présente alors Clovis arrive en premier, évidemment. Mais après, quand Éloi arrive, puis Alcuin, et tout au fur et à mesure, ils sont nombreux. Quand Georges Mandel arrive, il y a déjà 10 personnes autour de la table, plus moi, ça fait 11. Et donc voilà, je les fais discuter ensemble, je les fais comparer leur époque. Quel travail! Oui, ça a été un travail assez conséquent. Et puis, il y a quand même beaucoup de travail de recherche, de documentation que moi, je ne peux pas faire parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas chercheur. Mais fort du travail qu'ils m'ont fourni, j'ai pu écrire une histoire telle que moi, je l'entendais, et avoir un rapport à l'histoire presque intime et plein d'empathie pour mes personnages. Ouais. Oui, enfin, vous n'êtes pas historien, mais vous êtes devenu un historien de la télé, et vous assurez à votre manière, Bruno Solo, la relève de Decaux et Castelot, qui sont arrivés à la télé par hasard. Ils ne voulaient pas en faire. Ouais, je Et sais. Stelio Lorenzi, en 54, leur dit, écoutez, dans 2 ans, vous vendrez vos livres grâce à la télé. Et c'est pour ça qu'ils ont fait de la télé. C'est extraordinaire. Surtout Decaux. Moi, Decaux, j'ai des souvenirs très, très, très puissants de Alain Decaux. Aujourd'hui, quand vous regardez les documents de l'INA et que vous regardez les émissions de Decaux, vous dites mais comment on a pu regarder ça? Il est quand même face caméra. La caméra ne bouge pas, elle fait juste un tout petit zoom de temps en temps. Il envoie des diapositives derrière, des fois qu'il cache parce qu'il il est devant. Il a un verre d'eau et il raconte avec passion, avec ferveur, avec enthousiasme l'assassinat d'Henri IV, dont je me souviens très bien. Et c'est quand même fascinant de voir qu'un homme avec sa voix, avec l'histoire, avec un grand H, sait la ramener à nous, enfin nous la convier. Et c'est exactement le sous-titre de mon livre. Quand l'histoire de France s'invite chez moi, c'est que potentiellement elle peut s'inviter chez vous, chez nous, partout. Parce que ce sont des personnages passionnants qui ont tellement à dire sur ce que nous sommes, et en plus des personnages complexes qui sont même parfois pleins de turpitudes, pleins de vices cachés, pleins de mensonges, et je trouve c'est ça fascinant parce qu'ils sont magnifiques par leur imperfection aussi, certains. À part Éloi qui est parfaitement vertueux. Ah bah justement, Éloi, il est lié à une chanson. Le bon roi d'Agobert avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi. Et voilà, on le connaît, Saint-Éloi, Ouais. grâce ou à cause du roi d'Agobert. À cause du roi d'Agobert, dont il a été le conseiller éclairé, et, le diplomate et aussi le grand argentier, parce qu'il a remis de l'ordre un petit peu dans les finances du royaume. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette chanson n'a pas du tout été écrite à cette époque, on s'en doute. Elle a été écrite sous Louis XVI pour se moquer du roi Louis XVI. Et en fait, c'est parce qu'il ne fallait pas que ce pamphlet tombe dans les oreilles de la police du roi. Et donc, évidemment, ils ont dit que c'était le bon Saint-Éloi. Mais Saint-Éloi, en fait, oui, c'est un personnage. D'ailleurs, je lui fais écouter la chanson dans le livre. À un moment, je lui dis il faut que tu saches quand même, Éloi, que tu es connu pour une chanson. Écoute, je vais t'en faire quelques paroles et tu vas me dire ce que tu en penses. Il est totalement atterré par la bêtise de la chanson, de la comptine. Et je me souviens, dans le livre, le pauvre, j'essaye de le rassurer et lui dire que ça ne le concerne pas. Il me dit, mais c'est ça la trace que je laisse dans l'histoire. Et donc après, plus tard, je lui chante
chante une autre chanson, je me sers de la magnifique chanson de Michel Berger, chantée par France Gall, Éloi et Ella, sur Ella Fitzgerald, et je transforme les paroles pour lui dire, écoute, il y a une autre chanson qui a été écrite en ton honneur, tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas, Saint-Éloi, et il pense qu'elle est pour lui, et comme ça on s'en tire bien, tu, lui et moi. Il y a 24 strophes, je crois, dans la chanson. Oui. Mais il existe aussi une parodie par Tristan Bernard avec Éloi qui quitte Dagobert pour aller dans le privé. Et, la culotte à l'envers devient un scandale d'État qui sème la révolution. Donc on est aujourd'hui, vous voyez. Et ben voilà. Mais comme quoi, Tristan Bernard a raison, parce que c'était une chanson qui date de la période de la Révolution. C'est une époque aussi, et vous le dites dans le livre Bruno Solo, que les mœurs politiques à côté, Game of Thrones, c'est l'île aux enfants. Ah oui. Ah oui, à l'époque de Clovis, d'Éloi et d'Alcuin, on est vraiment dans une période d'invasion, de guerre, de meurtre, d'infanticide, et puis de grandes épidémies, de peste et tout. C'est des années qui sont terribles à vivre pour le peuple, parce qu'il y a ceux qui font l'histoire, mais il y a aussi beaucoup ceux qui la subissent. Et dans le livre, je parle aussi de beaucoup de ceux qui la subissent et qui ont aidé, comme Michel L'Hospital, qui a essayé ou Théophraste Renaudot, qui a essayé de s'occuper des plus pauvres, des plus déshérités. Et effectivement, dans ces périodes-là, Éloi, Alcuin ou Clovis, c'est des périodes extrêmement sanguinolentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que la guerre des trônes, à côté, après tout, ils avaient que les dragons à combattre. Hein. Et en plus, comme les dragons, ça n'existe pas, je vous assure, mesdames et messieurs, c'est des conneries dans la guerre des trônes. Alors, justement, Théophraste Renaudot, dont vous parlez, c'est quand même le pionnier des journalistes. Il a inventé la Gazette. Et vous d'ailleurs, vous l'appelez quoi de neuf docteur. C'est un signe d'info. Ouais. Parce qu'il était médecin aussi. Oui, c'est un personnage extraordinaire. C'est que lui, à l'époque des réseaux sociaux qui n'existaient pas, où il fallait 2 mois pour apprendre la mort du roi, il a créé le premier journal. Le premier journal qui donnait des nouvelles très fraîches, puisqu'elle lui était essentiellement quand même fournie par Richelieu. Oui. Donc c'était un journal très orienté. Oui. Autant il a été un philanthrope, un homme très éclairé en matière de justice sociale, en matière de médecine, où il soignait les plus pauvres gratuitement, il faisait payer les riches. Il a quasiment inventé aussi la télémédecine, parce que la sécurité sociale. La sécurité sociale. Il a la télémédecine parce qu'il demandait aux gens qui n'avaient pas le temps de consulter de remplir une petite fiche sur laquelle il y avait dessiné un corps humain et leur dire « Montrez-moi les endroits où vous avez mal, je vous donnerai les remèdes adéquats ». Il a été aussi un avocat, et il a inventé aussi la publicité. C'était un génie protéiforme, universel, absolument incroyable, et aussi quand même un homme de compromission, capable de toutes les bassesses pour faire en sorte que son journal se vende, et qui a été jusqu'à faire un truc incroyable avec ses fils, quand il y a eu la Fronde, et qu'il est lui parti avec Louis XIII, la première Fronde, quand il est parti avec Louis XIII et toute la famille, il s'est dit, si jamais la Fronde l'emporte, je vais demander à mes fils de créer un journal, et si jamais la Fronde perd la lutte contre la royauté, eh bien je récupérerai le mien. Donc en fait, il était totalement dupe comme personnage, il y avait une duplicité terrible. Mais c'est ce qui le rend aussi intéressant, parce que comme je le dis en ouverture de mon livre, il est absurde de séparer les gens entre vertueux et corrompus. Les gens sont soit charmants, soit ennuyeux. C'est cynique, mais c'est très vrai, parce que finalement, on se rend compte qu'on a envie de parler avec des gens qui nous passionnent, qui nous remuent, qui nous font vibrer. Et cette phrase, elle n'est pas de moi, évidemment, elle est d'un cynique magnifique qui était Oscar Wilde. Oui, et c'est là-dessus que j'ai ouvert mon livre. Et vous terminez donc par Georges Mandel, parce que on a vraiment fait de Clovis à Georges Mandel, c'est presque une époque contemporaine. Oui. Et c'est marrant, d'ailleurs, je me suis rendu compte, au fur et à mesure où j'écrivais le livre, que, par exemple, quand le chevalier d'Éon, qui a quand même été espion du roi Louis XV et Louis XVI, il meurt en 1810... 20 ans plus tard, naît Louise Michel. Et Louise Michel est une contemporaine de Clémenceau. Et Clémenceau était le ministre de tutelle et l'ami de Georges Mandel. Et on se rend compte, en fait, que le temps est très étroit à notre échelle. C'est entre le chevalier d'Éon et Georges Mandel, qui est mort en 1944, si mes souvenirs sont bons, juste pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même dingue, il s'est passé pas tant de temps que ça, et donc je fais aussi des passerelles entre les personnages. Et je voulais terminer avec lui parce que c'est un homme d'une grande modestie, et c'est peut-être l'homme qui a convaincu définitivement De Gaulle de partir à Londres, parce qu'il lui a dit, vous êtes un homme nouveau, on ne vous attend pas. Si moi je vais à Londres, parce que c'était le souhait de Churchill, je serai le juif qui a fui la France. Et puis finalement, il mourra trahi par des Français et assassiné par la milice. Ce livre est extraordinaire parce que vous avez une nouvelle façon de raconter l'histoire qui nous passionne tous. Il faut continuer dans ce sens, Bruno Solo. Mais j'ai bien l'intention de continuer, oui, peut-être de le faire sur scène, ça, ou je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez vraiment inventé quelque chose qui n'existait pas ?
Je ne sais pas. En tout cas, j'y ai pas pensé comme ça. Je me suis dit que, effectivement, c'est parti d'un petit caprice de me dire, et si j'organisais un dîner, pas presque parfait, mais à mon goût, en tout cas, à mes goûts, à moi, un dîner absolument parfait avec des personnages qui me font vibrer. Et en plus, un dîner avec des morts où il n'y a pas besoin de faire la bouffe et pas besoin de faire la vaisselle. Donc ça, c'est idéal, quoi. Vous les invitez, ils font pas de bruit, ils dérangent pas les voisins, et vous passez juste une soirée merveilleuse. Donc j'invite les lecteurs à passer cette soirée merveilleuse avec ces femmes et ces hommes qui ont marqué notre histoire. Oui. Je les invite aussi en souhaitant que le caprice ne soit pas fini. Le caprice n'est pas fini. Avec les visiteurs d'histoire aux éditions du Rocher, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Continuez ainsi. Merci Bruno Solo. Merci Jacques. Vraiment, c'est un plaisir. Les réciproquement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.